Eh ben, bienvenue dans ce flop 15 de l'année 2020. Alors, avant de commencer le flop 15, il y a une chose que je dois vous dire. D'habitude, dans mes tops et mes flops, je fais 5 mentions honorables et 5 mentions déshonorables. Le truc, c'est que cette année, à cause de la crise du Covid, à cause des fermetures des salles de cinéma, le fait que certains films soient sortis sur SVOD, je n'ai vu en tout que cette année que 60 films. Une soixantaine, c'est-à-dire il y a même pas totalement 60 films, il y en a une soixantaine. Du coup, cette année, je ne vais pas faire les mentions honorables et les mentions déshonorables, parce que rien qu'avec le flop 15 et le top 15, je fais la moitié des films que j'ai vus cette année. Donc voilà. Donc on va commencer directement avec le flop 15. Genealogy is better than cotton candy on top of a fountain of chocolate! Numéro 15. La saison des tornades approche. Mais il nous faut plus de chevaux pour ce voyage long et difficile. Ce n'est Yakari. Un film que je n'avais pas spécialement détesté sur le moment parce que je croyais que c'était une pilote de série TV. Mais on m'a informé que la série TV est sortie après ce film. Du coup, aïe. Numéro 14. Hey! Ce chien errant doit venir avec moi. Scooby-Doo. Alors oui, c'est un film extrêmement débile. Mais est-ce que on attendait autre chose d'un film Scooby-Doo ? Pas spécialement, mais ce film-là en fait beaucoup trop dans la débilité. Numéro 13. Une de ces balles est comme nous et voyage à travers le temps, en marche avant. L'autre va en marche arrière. Vous pouvez les différencier ? Tenet. Alors, ce film divise énormément. Il y en a qui adorent ce film, il y en a qui le détestent. Moi, je le déteste. Je le trouve prétentieux. Plus j'y pense, plus ce film m'énerve. Les personnages sont très mal écrits. Et voilà. Enfin, j'essaie de ne pas trop m'y attarder parce qu'il est que numéro 13 après tout. Mais en fait, je sais pas ce qui m'énerve le plus. Le fait que ce film soit prétentieux au possible, qu'il soit chiant, qu'il soit mal écrit, qu'il soit mal foutu, qu'il n'arrive même pas à se respecter lui-même. Ou bien le fait que beaucoup de gens aiment ce film. Enfin voilà, c'est Tenet. Numéro 12. Je pense que ça lui fera du bien. Et à nous aussi. Oh la vache, regardez-moi ce truc. Ça doit être le bâtiment principal. Tu viens, Jude? The Boy 2. Il y avait une chose à ne pas faire avec la poupée de The Boy. C'était de lui donner quelque chose de surnaturel. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce film? Ils l'ont fait habiter par un démon. Vous avez vu le premier film avant de le faire? Numéro 11. C'est pourquoi? Oh, monsieur l'agent, je suis ici pour vous informer d'un crime. Birds of Prey, un de ces fameux films que j'ai dénoncé dans ma vidéo sur le progressisme au cinéma, qui se voulait ultra féministe, qui se voulait se vendre sur son féminisme. Oh là là, Birds of Prey ou la fantabuleuse émancipation d'Harley Quinn. Tout ça pour nous donner un film assez monté bizarrement, au personnage féminin ultra creux, sauf Harley Quinn, qui était le seul personnage dont l'actrice Margot Robbie avait le contrôle. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que vu les autres personnages, putain. Numéro 10. Je t'appelle juste pour savoir ce qui t'arrange pour Noël. Oui, maman, tout me va, moi. Si tu fais le 23 décembre, ça veut dire que tu préfères Juliette. Mais maman, tu sais très bien qu'elle est chiante, Margot. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Alors, ce film-là, il est tellement oubliable que je m'en souviens que très peu. Mais j'ai rien contre les tirs à l'arme, j'ai rien contre les films un peu larmoyants. Mais je crois que c'était Photo de famille, le film avec Jean-Pierre Bacri, avec la mère un peu Alzheimer. Autant le film Photo de famille m'avait assez marqué.
m'avait assez pris au trip. Autant, je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Non. En fait, j'ai pas compris la finalité, j'ai pas compris la finalité des personnages. J'ai pas compris vraiment où le film voulait en venir. Et non, juste pour moi, c'est le film français raté parce qu'il a voulu se faire trop dramatique sans réfléchir à son sens du drame. Numéro 9. The Rental. Alors, ce film, c'est très simple. C'est un film où il se passe quasiment rien jusqu'au dernier quart d'heure. Tout le reste du film, c'est « Oh mon Dieu, mais je suis amoureuse de la fiancée de mon frère. Mais oh mon Dieu, mon mec, c'est genre, à chaque fois qu'il s'est mis en couple, c'est pour tromper une nana avec. » Merdique. Mais le truc, c'est que ce film te promet beaucoup plus. Il te dit, attention, il va y avoir plusieurs choses, ça va être beaucoup plus fort que ce que tu crois. Et en fait, non. C'est juste une pauvre histoire de maison avec un tueur en série qui adore louer des maisons. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment. Le tueur en série n'est absolument pas iconisé dans ce film. Il n'y a pas de tension parce que les personnages sont tellement cons. Merdique. Numéro 8. Mais ce sont des enfants. Et vous n'êtes qu'un traducteur. Mon écharpe. Mon ninja et moi. Je sais pas ce que ce film a voulu cibler comme public. Parce que d'un côté, il y a des passages assez lourds, assez forts pour les enfants. Sur quoi je suis plutôt pour, hein, j'ai rien contre. De l'autre côté, il enchaîne les stupidités et l'immaturité de gosses de bas âge. Il y a un juste milieu quand même. Je veux dire, pour moi, ce film n'a pas su cibler son public et du coup, on hésite. C'est con. C'est totalement con comme film. Numéro 7. Un jour d'été, tout là-haut dans le ciel, nous avons changé la face du monde. Les enfants du temps. Alors ça, c'est le genre de film dont la fin m'a typiquement foutu en rogne. Je me souviens pas de grand chose du film. Je me souviens qu'il y avait pas mal de points, de points qui auraient pu être positifs, mais l'histoire, la conclusion de ce film m'a énervé. En fait, c'était une morale du style oh là là, ultra écolo, genre on peut noyer une archipel entière de Tokyo. Ça ne posera aucun problème à la population. Non, tout ce qui nous compte, c'est que les deux gosses soient ensemble. Tout ce qui compte, c'est oh là là, que la nature reprenne ses droits et on noie une ville. C'est le propos du film. Et le pire, c'est que c'est tellement un événement minimalisé à la fin, alors que ça devrait être un point culminant, que ça devient, mais ça devient limite insultant. Et alors, le truc du gamin, le héros principal, tu comprends pas d'où vient son objectif, tu comprends pas son but. Le but du gamin des enfants du temps, c'est il veut s'enfuir de chez lui parce qu'il avait un truc, même pas, tu ne sais pas pourquoi le gosse voulait s'enfuir de chez lui. C'est genre juste, il voulait pas de la vie que ses parents lui voulaient. C'est complètement, alors, soit c'est complètement con, soit ça a été très mal expliqué. Du coup, pour moi, non, juste les enfants du temps, non. Voilà. Numéro 6. 300 ans que j'ai 10 ans. 300 ans que je m'ennuie. J'en ai marre d'être toujours coincé ici. Tu peux pas dire ça. Moi, je m'en fiche. Je quitte cette maison. Il a perdu la boue. Petit vampire. Ça me fait chier de le mettre dans ce flop. Ça me fait chier parce que j'ai beaucoup aimé Le chat du rabbin de Johann Sfar, le réalisateur de Petit vampire. J'aimais beaucoup quand j'étais ado, je lisais la BD Grand Vampire.
J'aimais beaucoup parce que il y avait quand même quelques sujets un petit peu olé olé, mais c'était traité de façon assez mature, c'était très intimiste, et je trouvais ça plutôt bien, plutôt intelligent. J'aime aussi pas mal le style de Johann Svar. Je l'ai pas retrouvé dans Petit Vampire. Dans Petit Vampire, on a une résolution mais totalement forcée à la va-vite. Le personnage du Petit Vampire est absolument insupportable, et à certains moments j'ai l'impression qu'il y a eu des faux raccords. Je sais pas s'il y a eu des coupes, s'il y a eu des problèmes de montage. Il y a une scène qui m'a marqué à ce niveau-là, c'est genre l'ennemi principal, qui est une sorte d'homme, la tête croissant de lune. Il s'infiltre dans la chambre du gosse, et il y a un plan, il est debout au milieu de la pièce, et un autre plan, le plan juste après, il est sur le lit. Et tu te dis, il manque un truc. Il a manqué vraiment quelque chose. C'est dans la continuité de la parole. C'est genre, si encore, il y avait rien, il y avait pas de son, il y aurait rien qui rattacherait temporellement le machin. Tu te dirais, bon, bah, c'est juste le moment où il est allé de là à là, il est ellipsé. Mais non, puisqu'il parle par-dessus, c'est complètement con, en fait. Et, comme j'ai dit, la résolution de l'intrigue, mais elle est tellement va-vite, elle est tellement facile. C'est genre, oh ben on fout le méchant et la coque du bateau ensemble. Et ça résout tout. Ça résout 300 ans de poursuite, tout ça. Et non, et le film est beaucoup trop immature. Quand Johann Svar traite des sujets très mature, comme la religion dans le Chat du Rabbin, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était son traitement de la religion dans le Chat du Rabbin. J'ai l'impression que quand il doit attaquer des sujets plus enfantins, il n'y arrive pas. Il n'arrive pas avec le ton enfantin. Et du coup, ça donne ce film, et ça m'emmerde parce que j'ai fait une vidéo qui plébiscitait le cinéma d'animation français, et je me retrouve avec Petit Vampire. Ça me fait chier. Numéro 5. Et il est temps de faire entrer un peu de soleil dans vos vies. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Trolls 2. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus haut que ça. Je pensais limite que ça allait être le premier. Disons que ce qui le sauve un petit peu, c'est que tu sens qu'il y a eu un effort pour construire un univers. Il y a eu un petit effort à ce côté-là, et c'est pour ça qu'il est que numéro 5, parce que le reste est merdique. Je suis désolé, mais non, c'est nerveux. C'est que l'histoire est tellement conne, les personnages, les réactions des personnages sont totalement forcées. Là encore, une introduction, une résolution qui se fait trop vite, qui se fait vraiment à la va-vite, à la facilité, c'est un stick énorme, mais c'est la suite des Trolls, quoi. C'est la suite des Trolls. Les Trolls, c'était un très mauvais film, et les Trolls 2, c'est pareil. Avec un discours en plus sur le métal total. Quoique, allez. Le discours sur le métal, il est complètement con, mais il est pas aussi con que ce que je m'y attendais. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ce film, je fais un peu le résumé, c'est que les Trolls sont divisés en différents clans musicaux. Alors, musicaux, faut voir, parce que le clan country, je pense que ce qu'ils ont joué, c'est pas de la country, quoi. Ils veulent faire croire que la musique country, c'est une musique triste. Mais d'où la musique country, c'est une musique triste. Il y a pas de conneries, mais bon. Et en gros, le message, c'était que les trolls de la musique pop, donc les trolls dont font partie nos héros, ont été des trolls qui ont tenté d'envahir les autres musiques. Et ça, à la rigueur, je me suis dit, c'est pas mal, en fait. Tu sens qu'il y a eu des efforts dans ce film. Il y a eu des efforts. Le problème, c'est que c'est noyé dans des trucs stupides. Les trolls jazz, les trolls yodel, les trolls K-pop, les trolls. En fait, l'idée est bonne, mais l'exécution est extrêmement mauvaise.
Et c'est pareil pour les trolls métalleux. Et ça m'emmerde parce que j'aime beaucoup les musiques qui sont choisies pour les trolls métalleux. Mais c'est complètement con. Voilà, c'est ça le souci. Mais c'est pas le pire parce que il y a eu au moins des efforts. Voilà. Numéro 4. The Grudge, le remake. Remake, reboot, je sais pas trop ce que c'est en fait. C'est un film fainéant. Voilà, en fait, avant de voir ce film, je suis allé me voir le fameux The Grudge avec Sarah Michelle Gellar. Et je comprends totalement que ce soit un film qui soit publicité parce que le The Grudge, je sais plus le nom du réalisateur, c'est le même réalisateur que le premier The Grudge, mais qui c'était Juan? Non, Juan c'était le film avec la fille aveugle. Je sais plus le nom de le nom original japonais de The Grudge. S'il y en a qui peuvent me le dire en commentaire, parce que là j'ai pas de souvenir. Mais c'est un film. Les premiers The Grudge étaient excellents. Mais ce remake, qu'est-ce qu'il est fainéant! Mais qu'est-ce qu'il est fainéant! Il n'invente rien. Toutes les scènes horrifiques, c'est du pompé sur tous les autres films en arrière. Il y a rien d'innovateur dans ce film. Et en plus, quelquefois, ça le fait très mal. Parce que dans le premier, enfin dans le The Grudge que j'ai vu, les péripéties des personnages, il y avait une certaine logique. Il y avait une certaine il y avait une idée comme quoi les personnages étaient tous liés à un lieu parce que ce lieu c'est le lieu de la possédatrice, c'est le lieu du fantôme où la femme a été sauvagement tuée et en fait il y avait une certaine logique parce que toutes les personnes qui avaient été hantées ont fréquenté ce lieu. Là je sais pas comment est décidé comment le fantôme hante la personne. Parce que l'une des premières possédées, elle n'est pas entrée dans une maison, elle a croisé des sacs poubelles qui sortaient de la maison, un truc comme ça, et ça a transmis du Japon aux États-Unis, et le fantôme, c'est devenu une sorte de parasite un truc contagieux. Alors, je pense que ça a été un peu pompé de comment il s'appelle? It Follows, mais c'est complètement con. C'est complètement con parce que ça nique totalement le truc de base du fantôme. Le truc de base du fantôme, c'est que justement, il hante ce lieu parce que c'est un lieu où il a été sauvagement tué. Et du coup, cette logique n'est plus respectée dans ce remake. Non, je veux dire, non seulement ça pompe, ça n'invente rien, mais en plus ça le fait mal. Et du coup, numéro 4 dans mon flop. Numéro 3. La voilà. Tu sais quoi? C'est papa qui va t'habiller pour aller à l'école aujourd'hui. Nous sommes les descendants des dieux. Antebellum. On y est, mesdames et messieurs. Le film ultra progressiste du jour. Alors c'est un film qui se veut antiraciste, le film dénonçant le racisme. Qu'est-ce que je peux dire? C'est l'antiracisme Twitter, quoi. C'est l'antiracisme Twitter, la femme noire qui est très maltraitée dans son hôtel de luxe parce que parce que les majordomes et les serveurs sont blancs, du coup ils ne font pas bien sa chambre. Oh là là, alors que la seule femme blanche du trio, oh là là, mais elle, le service est impeccable dans un hôtel de luxe. C'est genre, le film veut dénoncer l'antiracisme, mais il parle d'une bourgeoise. T'as l'impression que c'est presque des caprices de bourgeois. Oh là là, ma chambre a été mal faite. C'est du racisme. Et c'est pas comme si c'était une dénonciation. C'est pas comme si c'était quelque chose de second degré. Non, le film veut vraiment te faire comprendre que les Noirs sont maltraités via une bourgeoise qui a tout dans sa vie, mais que les serveurs ne respectent pas parce qu'ils sont blancs et qu'elle est noire. Et le pire, c'est que ce film est raciste parce que le film ne pouvait pas mettre que des personnages blancs racistes. Vous comprenez? Il devait au moins faire 1 ou 2 personnages blancs qui n'étaient pas racistes. Mais
le truc, c'est que là où est la saloperie du film, c'est que les personnages blancs racistes ne sont pas montrés. Ça, c'est le truc qui m'a juste cassé les couilles au plus haut point. Mais c'est cette scène de restaurant où il y a un gars blanc qui veut draguer une amie noire de l'héroïne et qui se montre sympa, qui se montre cool et tout. Le serveur aussi, sympa, cool. Mais ils sont pas cadrés. On voit juste leurs mains. On ne montre pas leur visage. Parce qu'il faut pas montrer des blancs sympas, vous comprenez? Faut pas montrer des hommes blancs qui soient super cool. C'est complètement... Oh la vache, mais des claques que j'aurais donné au réalisateur du film. Et en plus, l'histoire est complètement conne. C'est genre des suprémacistes blancs qui recréent les contextes de l'esclavage. Et en plein milieu d'un moment de reconstitution historique touristique, même pas un tant soit peu... Comment dire ? Un tant soit peu gardé, un tant soit peu protégé. Non, c'est à la vue de tout. C'est un parc touristique, le machin. Et alors, la phrase de la femme, la phrase de la grande méchante du film qui dit « Ouais, j'ai choisi tous les autres esclaves, mais toi tu es la seule choisie par un homme, c'est pour ça que tout a foiré. Oh !» Surtout qu'en plus c'est totalement con parce qu'on montre que la grande méchante a un problème avec l'héroïne. Oh, ce film, mais qu'est-ce qu'il est con! Oh la vache! Oh là, je parle de l'antiracisme exprimé de façon merdique, de la manière merdique, et qui est une nouvelle pierre à rajouter parmi les exemples du progressisme au cinéma, utilisé de manière abusive. Numéro 2. Appuyez sur le bouton de l'étage sans nom. Derrière ces portes, il y a la vie. Nightmare Island. C'est un nanar. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un nanar, ce truc. Aucune scène effrayante ne marche. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Les décors font faux. Ils font, comment dire? Ils font pas cher, quoi. Ils font ajouter, c'est presque du papier mâché, quoi, le machin. Les décors sont dégueulasses, les jumpscares, il y en a aucun qui marche, les frayeurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Mais c'est merdique au possible. Mais vous savez, le bon gros nanar à la Sharknado, on est en plein dedans, la Nightmare Island, c'est ça, Enfin, non, pas la Sharknado, parce que Sharknado, c'est une comédie d'esque, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est à ce niveau de médiocrité, il y a rien de sauvable là-dedans. Il y a rien de sauvable, à part peut-être le concept. Le concept en soi, il est pas mal, mais le souci, c'est que ça ne tient pas. Ça ne tient pas, voilà. Et c'est pas le pire film. Alors, par contre, Nightmare Island, avec quelques bières entre potes, ça peut passer. Au moins, on peut passer à un moment donné à rigoler des stupidités du film. Mais sinon, y a rien à sauver. Mais le pire, c'est que je me demande si c'était vraiment un film destiné au cinéma. Parce que l'esthétique, c'était vraiment l'esthétique d'un téléfilm, quoi. Du coup, je me pose des questions. Mais non, je comprends pas. Et le numéro 1 du flop 15 de l'année 2020 est... Mon nom est Willis. Vladimir Willis. Quoi? Un équipier? Mais vous savez bien que je bosse tout seul. Spices. Et ça m'emmerde encore plus que c'est un film d'animation français. Enfin, franco-chinois. Je vérifie. Oui, c'est ça, franco-chinois. Et je viens de me rendre compte que dans mon flop 15, il y a 3 films d'animation français. J'ai passé, je ne sais pas combien de temps à dire que j'adorais le cinéma d'animation français, que nous étions les meilleurs dans ce domaine, et l'année 2020 a décidé de me donner tort. Qu'est-ce que je peux dire? Là encore, il y a rien à sauver. L'animation est dégueulasse. Elle est pleine il y a des scènes de remplissage inutiles. Alors, oui, c'est ça qui est fort. C'est qu'il y a des scènes de remplissage inutiles, mais par contre,
tout ce qui aurait pu être scène pour développer l'intrigue, scène pour approfondir le héros et les méchants, scène pour nous donner une scène finale bien plus impactante, bien plus travaillée que la scène finale de retournement de situation de daubasse qui nous ont sorti à la fin, mais qui flingue tout le film, genre, oh là là, on a retrouvé miraculeusement une mammouth encore vivante, oh là là, mais en fait, la situation du méchant, alors, change de tout au tout. Oh, qu'est-ce que c'est con! Oh la vache! Mais c'est d'une connerie! Et tout le film est absolument con, et ça va me faire encore plus chier de dire ça, mais le doublage. Alors, la plupart des acteurs ça va, mais il y a un acteur que je n'ai pas supporté, c'est Monsieur Poulpe, qui interprète Laura, je sais même plus comment il s'appelle Laura, mais Monsieur Poulpe est insupportable dans ce film parce que, en fait, tu as les personnages qui arrivent à doubler la stupidité, qui arrivent à doubler la naïveté, et t'as les doubleurs où tu sens qu'ils forcent la naïveté. Et Monsieur Poulpe, c'était que ça. C'était comme ça. Et Monsieur Poulpe, il joue d'une manière, tu n'y crois pas du tout. C'est tout le temps avec cette voix, tu sais, oh, ma manière, oh, celle-là, elle est trop belle, oh, le truc où tu sens que le mec, il cherche à jouer la stupidité, mais que le gars ne sait pas jouer. D'ailleurs, je pense que le film a voulu se baser sur Monsieur Poulpe et David Muriel du Golden Show. Et non, c'est juste, ça ne va pas. Ça va tout simplement pas. Même les scènes d'action ne vont pas. Et en plus, le film d'animation, on a les fameuses scènes, un petit peu comme ils avaient fait dans Ozzy, la grande évasion. Et c'est pas un bon exemple de prendre ce film. C'est pas une bonne chose d'être comparé à ce film. Mais vous savez, les réactions où les personnages font, tous ces plans, j'ai jamais compris l'utilité de ce genre de plan. C'est complètement con. Enfin bref, c'est sans doute le pire film de l'année 2020. C'est un film d'animation français, ça vous pouvez pas imaginer à quel point ça me fait chier. Enfin bref, voilà, c'était le flop 15 de l'année 2020. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers cette vidéo et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao.